fait super plaisir. C'est un beau cadeau de départ. Merci, merci beaucoup. Je vais la garder toute ma vie, du moins j'espère pouvoir la garder toute ma vie. Sauf si un jour YouTube décide de nous lâcher, mais je ne crois pas. Donc merci, c'était très très chouette de vous voir. Et ceux qui n'ont pas eu le temps ou pas pu et autres, je pense bien à vous. Et j'étais bien contente de vous voir parce que vous avez quand même changé en quelques mois. Donc voilà, c'est bien. Ça fait très plaisir. Eh bien, on va commencer. Alors, juste, j'ai eu des retours de mails hier à minuit de la part de Madame Costas, informatique, qui est l'administratrice réseau de notre lycée, concernant le LSL. Elle a, pour les euros et pour Guillaume, il est là Guillaume ou pas? Je crois pas. Si. J'ai pas vu Guillaume ce matin. C'est dommage parce que ça le concernait. Donc pour l'italien et pour les élèves en euros, il y en a quelques-uns, mais est-ce qu'il y en a là ce matin? J'ai pas l'impression. Est-ce que tac tac. Bref, ils sont en train. C'est super long pour Madame Costas d'aller récupérer un par un chaque élève dans les enfants. Vous allez avoir évidemment dans le livret scolaire l'onglet euro avec l'appréciation de Madame Dumont, de Madame Anastasie. Et en italien, c'est aussi Madame Costas qui est en train de débloquer l'accès pour Madame Partis. Donc ne vous inquiétez pas. Ah, il y a Bichente qui arrive. Voilà. Ça sera fait, mais c'est très fastidieux, très long. Il y a plein de dysfonctionnements et vous y êtes pour rien, les enseignants non plus. Donc, patience, ce sera fait évidemment à temps pour votre colonne de bac. Fabien et Élise, vous avez eu le temps de remonter à tout le monde les avis très favorables, favorables et doit faire ses preuves. C'est bon, vous avez pu le faire? Oui. Enfin, moi, personnellement, oui. Merci. Donc, ce que j'ai expliqué à certains que j'ai eu au téléphone hier soir, ce qui est compliqué pour faire vos moyennes de collantes de bac. Donc, une collante de bac, c'est une feuille sur laquelle apparaissent vos notes. Vous l'avez déjà eu en première avec vos notes de français, vos notes de TPE. Et vous allez la voir le 6 juillet, en fait, lors des résultats du bac, sera éditée une collante. Sur cette collante sera présente par discipline vos moyennes des 2 trimestres avec le coefficient coef 7 si vous êtes en SPSVT, coef 9 si vous êtes en SP maths pour les mathématiques. Pour les SVT, coef 8 si vous êtes en SPSVT et coef 6 si vous êtes en SP maths, etc., etc. En fait, pour la plupart d'entre vous, vous avez le bac de manière assurée. Dans la classe, il y a 6 élèves où la note, les moyennes sont pour certains très proches de 10. Très probablement, elles sont à 10. Mais avec M. Canton, on n'a aucun moyen de savoir quelle est votre moyenne de terminale exacte parce qu'en fait, avec vos C, on ne sait pas quelle va être la décision. Vous comprenez bien que sur vos bulletins, vous avez une note de maths et une note de spé maths. Et on ne va pas faire la moyenne des deux, puisque si vous aviez passé l'épreuve à l'écrit, c'est des proportions 3 quarts, 1 quart. Et en SVT, c'est encore différent, ce serait des proportions plutôt 2 tiers, 1 tiers. Donc, puisqu'on n'a pas ces données-là, on ne sait pas quel choix va être fait, on ne peut pas vous dire exactement votre moyenne aujourd'hui, ce qui peut vous paraître surprenant. Alors, pour certains, on se moque un peu, puisque vous êtes au-dessus de 10 strictement, et donc ça veut dire que le bac, il est en poche. Pour d'autres, on s'en moque moins, parce que si vous êtes là à 9-8, si ça se trouve, vous êtes déjà à 10, mais on l'ignore. Donc, pour les 6 élèves qui sont concernés par une moyenne estimée là, strictement inférieure à 10, mais on est presque sûr pour la plupart d'entre vous, c'est 10, on préfère proposer, puisque les lycées ouvrent, des séances de révision, un entraînement à l'oral, si au cas où vous passeriez l'oral de rattrapage. Voilà. Ensuite, puisque le lycée ouvre, mais de manière vraiment
édulcoré, mais que Monsieur Ponton, Monsieur Laureau, moi, enfin tous les collègues, on a envie de reprendre. D'une, évidemment, on va proposer à ce groupe de 6. Donc j'en ai eu certains au téléphone, d'autres j'ai pas pu les joindre hier soir. Donc je pense à Lina qui était pas joignable, Laurent, il est là Laurent ou pas? Non. Mince. Laurent, Vous on aurait dû m'entendez, l'avoir sur Anis? Discord, mais il est pas connecté, Laurent. OK, Anis, il faut absolument que j'arrive à vous joindre. Là, vous êtes connecté. Vous m'entendez, Anis? Oui. Ah, super. Il y a un truc qui va pas parce que quand je vous envoie des messages, j'ai pas de retour. Est-ce que le numéro de portable que j'ai, il est erroné ou Bah, c'est lequel? vous recevez mes messages? Non, j'ai rien reçu de vous. Bon, alors vous m'envoyez un mail là, juste après avec un numéro de portable, le vôtre et celui de votre maman. Je vous appelle juste après, d'accord? Ok. Voilà, après, vous avez maths, donc faites le cours de maths, c'est important. Mais après les maths, ça vous dit, Madame, on n'a pas maths. Monsieur Ponton a dit qu'on n'allait pas avoir OK, cette alors émission. juste après le cours là sur le SIDA, à Nice, je vous appelle à 11h. Et puis après, j'avais dit à Laurent et Lina autour de midi. Donc et Katia, je vous ai pas eu au téléphone. Je sais plus qui j'ai eu au téléphone. Je sais plus. Hier soir, j'ai eu Diogo sûr et j'ai eu Afaf. Et Afaf, elle n'est pas. Voilà. Donc pour vous, on propose, et puis c'est un entraînement, puisqu'en plus, certains d'entre vous continuent la bio ou les maths, enfin, ou la physique-chimie. Donc ces 6 élèves-là, on va faire des oraux en maths, physique et SVT. Deux disciplines pour le rattrapage. Mais il n'y a pas de stress, ça ne veut pas dire que vous allez passer l'oral de rattrapage, mais Madame Lenoble préfère jouer la carte de la sécurité et vous entraîner, puisque vous n'avez pas bénéficié de cours depuis le 16 mars, de vous entraîner à ça. Pour les autres, on continue sur la classe virtuelle en physique, chimie, en maths, comme en SVT, comme dans les autres cours. Alors moi, le programme étant fini, on fait ce que je vous avais proposé, de la culture G, dans des domaines plus ou moins poussés. Donc moi, là, je fais de la bio. Lundi prochain, je vous ferai un truc sympa qu'on fait, qui est c'est un peu des maths, un peu de la physique et un peu de l'astro, mais c'est vraiment facile. Et c'est une façon de vous démontrer la sphéricité de la Terre, voire même, je peux vous parler de l'âge de la Terre, puisque vous maîtrisez maintenant les datations absolues avec la radiochronologie. Donc ça, je vous en parlerai lundi, on fera une séance comme ça. Et mercredi, je ferai une préparation Géniali, puisque vous l'aviez demandé. Donc, on regardera un petit peu un partage d'écran pour voir cet outil que je trouve très intéressant pour des présentations que vous aurez à faire dans vos formations futures, dans la mesure où c'est partiellement gratuit. Je pense que c'est une bonne idée de s'entraîner là-dessus. Et puis, en plus, comme vous êtes chez vous, après, vous pouvez, sur votre ordinateur, créer une présentation. Voilà, ça peut être intéressant. Et puis, pour ceux qui vont faire de la bio un peu plus poussée l'année prochaine, j'ai vu le mail de Monsieur Laureau, on en avait parlé hier matin en réunion. Ce sera le cas en maths et ce sera le cas aussi en SVT. Je suis en train de vous préparer des notions un peu plus complexes qu'on voit dans le supérieur. Et je commencerai très probablement, j'aimerais bien aborder la biochimie avec vous parce que je vois qu'en spé, c'est la partie qui est un peu, compliquée. Donc, la biochimie, voilà. Et puis voilà, je pense qu'on sera arrivé au 3 juillet. Et si j'ai d'autres créneaux, en présentiel, je privilégie les élèves qui ont besoin d'être un petit peu aidés, mais j'envisage éventuellement d'ouvrir, si je peux, pour les préparations type ceux qui font de la bio, quel que soit le domaine, fac, prépa, BTS ou autre. Voilà. Ça, il faut que j'attende un petit peu de voir. Alors, vous allez me dire attendre un peu, on arrive vite au 3 juillet. Je sais que c'est très stressant, mais moi, j'ai besoin de savoir quelle demi-journée je peux venir au lycée, quelles sont les demi-journées qui me sont accordées. Parce que je ne peux pas venir au lycée comme ça maintenant. Il faut prévenir 24 à 48 heures en avance pour avoir les clés, le numéro de salle où on va travailler. La salle ensuite doit être nettoyée. Enfin bon, il y a tout un protocole. Voilà. Donc voilà pour la suite. Est-ce qu'il y a des questions suite au conseil de classe qui s'est tenu hier soir? Vous en avez ou pas?
Ça a été clair pour tous entre ce que vous ont dit Élise et Fabien, Monsieur Ponton à la barre du conseil? Il n'y a pas de questions? Ça va? Pas de questions? On commence alors? On commence à parler du sida? C'est parti? Alors c'est parti. Donc normalement vous avez le partage d'écran avec la feuille, enfin le diapo introductif SIDA. Cette seconde, une personne se fait infecter. Donc c'est quand même, voilà, c'est une pandémie. C'était une épidémie dans les années 80. En fait, on s'est complètement planté parce que, alors c'est intéressant historiquement parce que le sida, le VIH, donc c'est le virus responsable du sida. Le sida, c'est le nom de la maladie. Le VIH, c'est le nom du virus. De même qu'actuellement, on parle du Covid. Donc le Covid, c'est une contraction pour coronavirus disease. Donc et on dit Covid-19 parce qu'en fait, il y a plein de variétés de coronavirus. Vous l'avez vu en début d'année, en octobre, quand on avait évoqué les processus de diversification et les transferts horizontaux. On avait évoqué un tout petit peu de la virologie, on avait compris ce qu'était un virus, et je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de métagénomique. C'est en fait grâce au développement notamment de la RT-PCR, du séquençage de l'ADN. La RT-PCR, vous en avez entendu dans les médias depuis quelques temps, ça vous évoque quelque chose, ça, ou pas? Non? Lié au Covid-19. Ok, alors je vais vous expliquer après ce que c'est que la RT-PCR. Ça, c'est de la biochimie. Donc, en fait, en gros, en bio, depuis à peu près 10-15 ans, il y a une accélération du séquençage d'ADN. Quand j'étais à votre place et quand j'ai fait un petit peu de recherche, un tout petit peu juste après la prépa, il fallait à peu près 2 mois pour séquencer, c'est-à-dire connaître l'ordre des lettres de l'ADN. Pour séquencer, on va dire, 2 mois pour avoir le résultat d'un génotype d'un modèle murin que j'avais. Vous me comprenez ou pas? En gros, je travaillais sur des souris, modèle murin. Murin, ça veut dire souris. Ah, il y a quelqu'un? Non, c'est bon. Donc, excusez-moi, du coup, j'ai été perturbée. Oui, donc quand on travaillait, donc moi, c'était il y a plus de 15 ans, sur des modèles murins, il fallait compter 300 € pour séquencer l'ADN d'une souris. Maintenant, en quelques heures, vous avez un séquenceur qui va vous séquencer tout le génome d'un organisme. C'est quand même beaucoup plus rapide et ça coûte quelques dollars ou quelques euros. Donc, il y a vraiment un boom dans le séquençage de l'ADN, ce qui fait qu'on maîtrise de plus en plus ces fameuses lettres ATGC, leur ordre. Ce qu'on ne maîtrise pas, par contre, et vous l'avez un petit peu vu avec moi dans le thème 1, c'est l'expression différentielle des gènes. Ça va, ça ou pas? En gros, sur des 2 mètres d'ADN humain, il y a à peine 2% des nucléotides, donc des gènes qui s'expriment. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'est-ce qui influence, on a parlé d'épigénétisme la dernière fois, cette expression de gènes. Est-ce que vous arrivez à me suivre ou pas? Ça va? Oui? Tout le monde? Et donc, la métagénomique, qui est la science qui permet finalement de séquencer les génomes des micro-organismes, des virus, des bactéries, des champignons unicellulaires, les ciliés, les paramécites, tout ce que vous voulez, qui est tout petit et qu'on voit au microscope ou même qu'on ne voit pas, parce que je vous rappelle qu'un virus, vous ne pouvez pas le voir au microscope optique. Un virus, c'est de l'ordre du nanomètre, 10-9. Or, un microscope, c'est micromètre, 10-6. Donc, un virus, c'est 1000 fois plus petit qu'une bactérie. Donc, il est illusoire de voir un virus au microscope optique. Donc, grâce à la métagénomique, qui est vraiment en plein essor depuis quelques années, dans une goutte d'eau du robinet, vous allez trouver plein de bactéries, plein de virus différents. Et ça, j'espère que vous l'avez retenu malgré la Covid-19 ou malgré SARS-CoV-2. Donc, SARS-CoV-2, c'est le nom du virus. Covid-19, c'est le nom de la maladie. Donc, malgré ces micro-organismes pathogènes que sont SARS-CoV-2 ou le VIH qui est là depuis un petit moment, bien plus ancien que SARS-CoV-2, eh bien, la plupart des virus vivent plutôt par commensalisme, si j'ose dire. En tout cas, ils nous aident. Certains sont bactériophages, c'est-à-dire qu'ils tuent des mauvaises bactéries. D'autres ne font rien du tout, sont neutres par rapport à notre évolution.
Et donc, le SARS-CoV-2 pour le Covid, la maladie, la Covid-19 ou le VIH pour le sida, ça, ce sont des virus, on va dire, plutôt récents, qui sont mal adaptés et qui ont tendance à tuer l'autre, ce qui est complètement crétin d'un point de vue évolutif, puisque si vous tuez l'autre, vous finissez par disparaître aussi. Est-ce que ça va? Je ne vais pas trop vite sur les explications? Vous arrivez à me suivre tous? Je peux continuer? Alors, je continue. Donc, le sida, je voulais vous en parler parce que je vais vous parler aussi du paludisme, pas aujourd'hui, mais puisque je suis prof de biologie, puisque j'affectionne cette discipline et puisque accessoirement, j'ai une formation d'ingénieur agro et que dans ma promo, j'ai une amie qui travaille en face de votre lycée à l'ANSES sur les espèces vectorielles et avec qui je mange toutes les semaines et qui me parle du palu, de la dengue, de la maladie de Lyme, des trucs pas sympathiques qui tuent énormément de personnes, eh bien, j'ai pensé au sida parce que le sida, en fait, ce n'est pas du tout transmis par une espèce vectorielle, c'est transmis par nous. En fait, ce sont donc là, vous l'aviez vu dans le QCM, vous le saviez déjà, je ne vais pas vous apprendre. Il y a, on va dire, 3 moyens majeurs de transmettre cette maladie, de transmettre le VIH. Les rapports sexuels, j'ai envie de dire en premier, puisque c'est le facteur majeur de transmission de la maladie. En deuxième, ce serait l'utilisation de seringues d'individus qui sont déjà porteurs. Donc là, heureusement, c'est pas du tout dans le milieu médical. Hein, les seringues, elles sont à usage unique. Mais chez les personnes qui se droguent et qui utilisent des seringues, eh bien, là encore, on a la transmission de ce VIH, même si on tente de rendre plus facile, ça peut vous paraître hallucinant, mais l'accès en pharmacie aux seringues est bien plus facile maintenant depuis le VIH qu'il ne l'était dans les années 70. Voilà. Et puis le dernier moyen, la dernière possibilité de transférer ce virus, c'est de la mère à l'enfant. Alors le transfert materno-fœtal, on appelle ça transfert materno-fœtal, il est relativement rare. Le virus peut passer la barrière hémato-placentaire puisqu'il est tout petit, mais c'est surtout au moment de l'accouchement, lorsqu'il y a un contact sang à sang, puisque c'est ça en fait, hein, le virus passe du sang à un autre sang et lors des rapports sexuels, des sécrétions. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de sang lors de rapports sexuels. Donc, lors de l'accouchement, si une femme est séropositive pour le VIH, il n'y aura pas d'accouchement par voie basse parce qu'il y a un risque trop important de transmission du virus. On pratiquera une césarienne. Et donc, toujours pour la transmission de la mère à l'enfant, il y a l'allaitement, puisque dans le lait, c'est aussi une sécrétion. Les glandes qui sont au niveau, les glandes mammaires qui produisent le lait, c'est un type de sécrétion, le virus ici retrouve. Donc là encore, il faut faire de l'éducation et expliquer aux mères qui sont atteintes du sida, qui sont porteuses du VIH, de ne pas allaiter leur enfant, sinon elles vont le transmettre. Cette éducation-là, elle se fait dans les pays les plus touchés. Donc, c'est surtout zone Afrique. Alors, l'Afrique, quand je dis Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent. Tous les pays africains ne sont pas tous touchés de la même façon. Et puis, il y a la partie Asie aussi. Donc, c'est une maladie qui était dans les programmes. Donc, moi, ça fait 15 ans que je suis au lycée. Quand j'ai commencé à enseigner, j'enseignais le VIH et le sida en terminale S. C'était la partie immuno. Et on avait cette maladie à expliquer aux élèves. C'était aussi un moyen un petit peu de faire de la prévention. Et puis, c'était aussi utilisé à des fins pédagogiques parce que, vous l'aurez compris, ce virus, il a, et vous l'avez presque tous validé dans le QCM, il a comme cellule hôte les LT4, les cellules pivots de l'immunité. Et si vous détruisez la cellule pivot d'un système, vous détruisez le système. Voilà. Donc, c'est une maladie mortelle. Je finis juste mon introduction. On meurt du sida parce qu'en fait, enfin, on ne meurt pas directement du sida, on va mourir des maladies dites opportunistes, c'est-à-dire qui vont avoir l'opportunité de se développer parce qu'on aura un défaut, une immunodéficience, un défaut du fonctionnement de notre système immunitaire.
Alors, j'aimerais bien que vous m'interrompiez parce que dans votre QCM, il y en a qui ont mis: «Non, on meurt pas du sida, on peut en guérir». Alors, il y aura toujours des cas, ouais, vous pouvez trouver dans la littérature, vous tapez guérison sida ou là, je suis tombée sur un centenaire qui est séropositif en en préparant mon cours. Donc vous trouverez toujours, des cas exceptionnels et tant mieux pour eux. Mais il faut comprendre une chose, c'est que c'est pas une maladie anodine, que il y a des traitements qui vous permettent, de vivre longtemps, mais ces traitements, ils se prennent à vie. C'est ce qu'on appelle de la trithérapie au début, voire de la multithérapie parce qu'au cours du temps, eh bien votre enfin pas votre organisme, mais le virus tapis dans votre organisme développe une certaine résistance. Et donc, ces médicaments-là, qui sont très lourds et à prendre, entraînent des effets secondaires qui, à terme, souvent, pour avoir discuté avec des médecins qui encadrent des séropositifs donc au VIH, il y a certains patients qui, au bout de, je sais pas, 15 ans de traitement, décident d'arrêter les traitements parce que les effets secondaires, ils ne les supportent plus. Alors, quels sont ces effets secondaires? Ils sont très variables. Ça peut être des diarrhées, de la fatigue chronique, c'est une lipodystrophie. Ça, c'est assez marqué chez les hommes. Alors, une lipodystrophie, c'est quand votre tissu adipeux, il se met à un mauvais endroit. Donc, chez un homme, le tissu adipeux, il est où? Est-ce que vous savez ce que c'est le tissu adipeux? C'est la graisse. Elle se place où naturellement? Un homme a sa graisse où? Dans quelle partie du corps? Au niveau du ventre. Ouais, c'est le ventre, exactement. Donc un homme, et c'est normal, hein, c'est comme ça, les cellules, les adipocytes, c'est sous contrôle hormonal, c'est entre autres la testostérone qui agit comme ça. Un homme va développer du tissu adipeux au niveau du ventre. D'ailleurs, c'est pas terrible parce que quand on prend beaucoup de poids, pour un homme, le problème d'avoir du tissu adipeux au niveau du ventre, c'est que vous avez plein d'organes derrière, enfin, d'organes au niveau du ventre, tout ce qui est intestin, etc. Et c'est un stress que de développer trop de tissu adipeux. Et on a mis en évidence que d'avoir beaucoup de ventre, ça pouvait induire des pathologies lourdes, voire des cancers au niveau intestin ou autre. Chez une femme, on a cet avantage-là, nous, c'est que le gras, on ne le prend pas trop au ventre. On le prend où? À un endroit où, en fait, il n'y a pas d'organe en dessous. Dans les fesses, madame. Ouais, exactement. Dans les fesses et les hanches. Et ça, c'est un avantage, si j'ose dire, c'est que prendre du gras dans les fesses ou les hanches, il y a pas d'organe derrière. Vous comprenez? J'ai pas d'intestin dans les fesses. Enfin, c'est juste, je m'assois dessus. Donc, au pire, ça me fait moins mal aux fesses quand je m'assois. Mais en gros, donc voilà. Donc, normalement, quand on prend du poids, chez une femme, c'est hanches et fesses. Et chez un homme, c'est ventre. Et bien, quand on prend les médicaments qui permettent aux gens de vivre plus longtemps, séropositifs, garçons comme filles, on observe des lipodystrophies du gras au niveau du cou, par exemple. Donc, ce qui peut être vécu par les personnes qui subissent les traitements. Leur image est altérée, si j'ose dire. Donc, c'est plein de choses comme ça qui font qu'on voit des patients qui, au bout de 10-15 ans, arrêtent les traitements. Voilà. Et si vous arrêtez le traitement, eh bien, le virus prend le dessus. On va regarder les courbes sur la prolifération des LT4 et puis vous partez d'une maladie dite opportuniste. Ça peut être une pneumonie, ça peut être une simple grippe, ça peut être des maladies plus longues, type cancer, puisque je vous rappelle qu'un cancer, c'est une cellule qui dégénère. Et cette cellule qui dégénère, notre système immunitaire, il la reconnaît comme étant du non-soi. On est quand même bien fait. Donc, quand une cellule dégénère, souvent, heureusement, votre système immunitaire reconnaît ce qu'on appelle des natural killers, des cellules immunitaires qu'on appelle des killers, des tueuses naturelles, qui reconnaissent ces cellules cancéreuses et qui les détruisent. Et parfois, si on est immunodéprimé, typiquement si on est porteur du VIH, eh bien, nos
système immunitaire est incapable d'identifier des cellules cancéreuses et donc on a des séropositifs qui meurent de cancer, qui meurent donc on a dit, de grippe, de pathologie. Alors le cancer, on en meurt sans être séropositif, hein, mais une pneumonie, ça se soigne grâce à des antibiotiques et on a des cas, voilà. Donc je vais revenir sur les maladies opportunistes. Est-ce que je peux continuer? C'était une grosse introduction, mais j'avais besoin de placer quelques vocabulaires. Donc VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Et donc, c'est le virus qui est responsable de la maladie qui s'appelle le SIDA, syndrome de l'immunodéficience acquise. Parce qu'on va voir qu'en fait, dans la maladie SIDA, il y a plusieurs étapes. Alors, j'avance dans ce Geniali. Le papier peint Geniali, là, c'est pas de moi, hein, d'accord? Je vous montrerai la semaine prochaine. Il y a plein de trucs jolis. En fait, après, vous prenez la présentation qui vous plaît. Alors, l'index. Donc, il y a généralité, tout ça, on va le voir. Non, voilà, je vais avancer. Les généralités. Alors, le VIH, je vais cliquer dessus. Tac. Le VIH, c'est ce truc-là. Alors, le VIH, c'est donc un virus. V, c'est pour virus de l'immunodéficience humaine. Alors, le VIH, génétiquement, il est très, très proche d'un virus qu'on trouve chez les singes qui s'appelle le VIS ou SIV dans l'autre sens, parce que HIV, c'est en anglais, et on parle plutôt de SIV pour le virus. S, c'est pour simiesque, d'accord? Ça veut dire singe. Donc, le VIH, c'est un virus qui, comme tout virus, n'est pas très grand, 80 à 120 nanomètres. Vous, cette année, vous avez étudié le virus de la grippe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est 90 nanomètres, un virus de la grippe. Donc, ce sont on appelle ça souvent des particules virales. On utilise ce terme-là. Moi, j'aime bien cette expression, même si certains trouvent que c'est pas du tout approprié. Faudra que j'en discute avec des immunologues et des virologues. Mais moi, quand j'entends particules, je me dis qu'un élève, il voit que c'est vraiment tout petit. D'accord? Et c'est cette représentation que j'aimerais que vous ayez. Particules virales, c'est que c'est vraiment petit, qu'il n'y a aucune autonomie d'un point de vue reproduction. Ça veut dire que ce virus ne sait pas se reproduire tout seul comme n'importe quel autre virus. Je vous rappelle que ce sont des parasites intracellulaires obligatoires. Et donc, pour pouvoir se multiplier, ils vont nécessairement spolier, utiliser la machinerie de reproduction, les enzymes, les nucléotides d'une cellule hôte. Et dans le cas du VIH, cette cellule hôte, ce seront les LT4. Donc là, vous avez un petit schéma donc qui n'est pas de moi. Hein, j'aurais dû mettre les sources. Les sources, je vous les ai mises à la fin. Je pense que j'ai pris libre de droit sur Wikipédia. Donc ce virus, il est… Alors, à quoi il ressemble? Il y a ici, tac… une enveloppe. Cette enveloppe externe, elle ressemble, alors on parle d'enveloppe, on devrait dire plutôt membrane, elle ressemble beaucoup à une membrane plasmique habituelle avec la double couche de phospholipides. Dans cette membrane sont enchâssés, et ça c'est très très important, des glycoprotéines. Ce sont des protéines avec des petits groupements glucidiques. Et ces glycoprotéines, elles sont très connues. Il y a la GP41 qui est vraiment enchâssée et la GP120 qui est plus en surface. Je vais peut-être aller fermer, tant pis. Manu? On ne m'entend pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux petites capsides. Les petites capsides, c'est des enveloppes protéiques. Là, il y en a une en cette forme-là. Là, c'est écrit capside, tac. Et puis une plus externe. Donc, il est quand même bien protégé, ce virus, parce qu'en fait, au cœur de la capside, vous avez son matériel génétique. Et ce matériel, eh bien, il est ennuyeux parce que c'est ce qu'on appelle un rétrovirus. Il est fait d'ARN et non pas d'ADN. Et je dis que ça, c'est embêtant pour nous. Parce qu'un virus à ARN, déjà, au lieu d'avoir deux brins comme l'ADN, il n'en a qu'un. Or, quand j'ai deux brins, la mutation statistiquement, elle est plus faible que quand j'ai un seul brin. En gros, je peux plus facilement changer une base azotée ou un nucléotide par un autre quand je suis simple brin que quand je suis double brin. Donc, les rétrovirus, les virus à ARN, on appelle ça des rétrovirus, je vais vous expliquer pourquoi, sont des virus qui mutent très souvent. Et ça, c'est embêtant parce que quand vous mutez, eh bien, vous changez de forme. Et donc, en changeant de forme, eh bien, le système immunitaire a du mal à vous reconnaître.
C'est le cas, on en avait parlé, de la grippe avec l'hémagglutinine et la neuraminidase qui sont à la surface de ce virus. Ce sont des protéines codées par les gènes qui sont contenus dans l'ARN du virus de la grippe. Et eh bien, ces hémagglutinines et ces neuraminidase, d'une année sur l'autre, elles peuvent changer. D'où un vaccin contre la grippe qui doit être modifié chaque année puisque le déterminant antigénique à la surface du virus grippal varie. Donc, dans le cas du VIH, on a une GP41 ici, une GP120 en surface, ici, là, et puis 2 petites molécules d'ARN qui contiennent l'information génétique pour reconstruire un virus. Et nécessairement, associé à ces petites molécules d'ARN, vous avez une transcriptase inverse ou une rétrotranscriptase. Et ça, c'est vos cours de première qui vous rappellent ce que c'est. La transcriptase, en première, vous avez vu qu'elle permettait de transcrire l'ADN en ARN messager. Vous vous souvenez de cette enzyme-là? Elle prend le brin matrice et puis elle va transcrire le brin matrice de l'ADN par complémentarité de base en ARN messager. Et bien là, ce virus associé à cet ARN, il a une rétrotranscriptase ou transcriptase inverse qui va permettre de faire le contraire, c'est-à-dire de passer de l'ARN à l'ADN, parce que cet ADN va ensuite pouvoir s'insérer dans le noyau de la cellule hôte. Et puis, il a des intégrases. Les intégrases, ce sont des enzymes qui vont permettre à l'ADN néoformé de s'intégrer dans la cellule hôte. Donc, voilà pour la présentation du virus. Donc, 80 à 120 nanomètres en taille, composition une membrane et des protéines membranaires, la GP120 et la GP41, 2 capsides. Les capsides, ce sont ces petites enveloppes plus internes, une externe, la bleue, là, et une interne en orange. 2 ARN, 2 transcriptases inverses et des protéines associées telles que les intégrases. Les cellules cibles. Alors, la cellule cible du VIH, c'est principalement les LT4, lymphocytes T4. Je vous rappelle qu'ils s'appellent LT4 parce qu'ils présentent à leur surface les marqueurs dits CD4. Et en fait, ce sont ces marqueurs de surface CD4 qui vont, en fait, par un système un petit peu de clé-serrure, si j'ose dire, qui vont permettre à la protéine GP120 de s'accrocher. En gros, pourquoi un virus s'accroche, s'adsorbe à la surface d'une cellule? Parce qu'à sa surface, il a des molécules, des glycoprotéines ici, qui ont une forme complémentaire à d'autres molécules présentes à la surface de la cellule hôte. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous arrivez à suivre? C'est clair? Et donc, le LT4, comme son nom l'indique, il a un marqueur, le CD4, et c'est ce CD4 qui est reconnu par la protéine GP120 comme un modèle clé-serrure. Et donc, le VIH va s'accrocher à la surface du lymphocyte T4. En fait, on a remarqué aussi qu'il était capable aussi de s'intégrer dans des macrophages. Donc, c'est vraiment un virus pas sympa parce qu'il s'attaque à nos LT4. On avait vu dans le cours d'immuno que c'est la cellule pivot de l'immunité et il s'attaque aussi aux macrophages. Je vous rappelle que les macrophages sont les cellules présentatrices de l'antigène. Donc, en gros, quand il y a un VIH dans le coin, votre système immunitaire, il se sent pas bien du tout. À terme, quand on est dans des phases SIDA déclarées, on trouve même le VIH dans les cellules nerveuses au niveau du cerveau. Donc, ça veut dire qu'il a même capacité, à un moment donné, quand la charge virale, une charge virale, c'est une quantité de virus que vous mesurez par millilitre de sang. Quand la charge virale est très, très élevée, vous avez même présence de ce virus au niveau des neurones. Donc, c'est vraiment un virus pas sympa. Le VIH infecte également des cellules du système nerveux central. Donc, le système nerveux central, je vous rappelle, c'est le cerveau. On a pu détecter des séquences d'ADN et d'ARN virales dans le cerveau des enfants et des adultes atteints de sida, ce qui suggère que la réplication virale s'y effectue. Il n'y a pas de questions, je continue? Ça va tout le monde? Vous arrivez à me suivre? Alors, je continue. Le VIH au microscope électronique à transmission. Donc, comme c'est nanométrique, un virus, je ne peux pas le voir avec le microscope du lycée. Donc là, nécessairement, j'ai emprunté des photographies sur le net. MET, microscope électronique en transmission. Et donc, vous voyez ces petits virus-là qui sont… Alors là, sur cette photo, il est très probable qu'ils sont en train d'être…
parce qu'on est plutôt en phase d'ocytose. Je ne sais pas si vous voyez, le virus est en train de se former et certains ont été libérés. Pour comprendre un cycle de reproduction du virus, sur un site qui propose une présentation ou pas. C'était la mode il y a 6 ans, puis j'ai envie de dire que Geniali a un peu supplanté la présentation sous format print. C'est assez dynamique, c'est pas très dur d'utilisation. Voilà. Alan, ouais. Ouais. Non, non, je viens de voir un bandeau qui me dit connexion internet pas terrible. Et là, ça va mieux. Je viens juste de la voir là. Faut que je revienne en arrière ou c'est bon? Et alors, vous connaissez? Non? Bon, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais c'est pas mal. Mais disons que je trouve que Geniali, maintenant, c'est quand même encore mieux. Alors, si je reviens sur ce parasite intracellulaire obligatoire qu'est le VIH, donc à gauche ici, donc hop, c'est ça qui est sympa sur un précis, c'est que vous pouvez zoomer sur une image. Vous allez avoir la reconnaissance de votre VIH grâce à ces protéines GP120, GP41. Il va reconnaître le récepteur CD4 et en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a une reconnaissance CD4, GP120, GP41, mais il y a aussi un corécepteur qui s'appelle CCR5 ou CXCR4. Il y a 2 types de corécepteurs et cumul des deux, CD4 et le corécepteur CCR5, qui va permettre, dans un deuxième temps, l'amarrage et ensuite la fusion de la membrane externe du virus avec la membrane de la cellule hôte qu'est le LT4. Donc, une fois que la fusion membrane à membrane s'est faite, on l'avait vu, c'est un peu le même procédé que la syncytine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui avaient travaillé sur le placenta en début d'année. Une fois que la fusion a eu lieu, hop, le matériel génétique du virus, l'ARN, est libéré dans le cytoplasme avec ces petites enzymes et surtout la rétrotranscriptase, la transcriptase inverse. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? L'ARN viral va être rétrotranscrit en ADN viral. Une fois qu'on a ce brin d'ADN, il va falloir l'insérer dans le génome viral. Et donc, on rappelle que le VIH possède une reverse transcriptase et une intégrase. Cette intégrase, c'est une enzyme qui va intégrer le petit morceau d'ADN dans le génome de la cellule hôte. Donc, intégration dans le noyau. Ensuite, K1, K2. Et c'est là que c'est super important quand on est immunologue, quand on s'intéresse à cette maladie. Et c'est un des points sur lesquels on travaille beaucoup dans la recherche médicale. C'est que soit le génome reste tapis, le génome viral reste tapis, caché dans le génome de la cellule hôte, et ça peut durer des années. Donc pendant des années, l'individu a juste le génome du VIH intégré. En gros, il est OGM partiellement. Votre individu, il a le virus il a le génome du virus intégré dans ses LT4, mais ils ne s'expriment pas, ils ne sont pas transcrits. Donc ça peut durer très longtemps. Et on n'arrive pas à savoir, du moins les conférences que j'avais suivies, on ne sait pas quel facteur, est-ce que c'est le hasard, est-ce que c'est un facteur externe, un stress ou autre, à un moment donné, ce génome viral intégré dans le génome de la cellule hôte va être transcrit. Et là, c'est pas bon. Parce que si vous êtes dans le transcription, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre transcriptase normale du LT4 va produire l'ARN messager qui va mûrir ensuite, et qui ensuite va être traduit grâce au ribosome, si vous vous souvenez, en protéines virales. Les protéines virales, ça arrive, voilà. Hop, j'ai des protéines virales type intégrase, reverse transcriptase, protéines de la capside, etc. On est en train de créer un petit virion, donc un nouveau virus, on appelle ça un virion. On va enchasser la GP120 et la GP41 dans la membrane de la cellule hôte, et ainsi, avec un morceau de membrane de cellule hôte, vous allez créer un nouveau virus. Hop, voilà, nouveau virus, et le virus est libéré. Et ça, si
faites un certain nombre de fois, vous allez épuiser votre cellule hôte. Non seulement elle donne des bouts de membrane pour créer plein de virus, mais en plus, elle traite toute sa machinerie nucléaire pour fabriquer l'ARN messager du virus. Et puis ensuite, tous les ribosomes se mettent à travailler uniquement à des fins de production virale. Donc, ce LT4, il finit par mourir par apoptose. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, on est au niveau étape 5, K1 ou K2. Vraiment primordial parce que si on reste dans le cas de pas de transcription, on peut rester très longtemps avec le génome viral tapi dans nos génomes humains et ça sans qu'il y ait finalement destruction des LT4. Il n'y a pas de question, je peux continuer? Ah pardon. Là sur le WhatsApp. Ah mais c'est ça que je vois pas. Ah désolée, je ne savais pas que vous ne voyez pas. Merci Alan. Bonjour Luna, je l'avais, mais j'ai ouvert trop de trucs. Ouais, dites-moi. Alors, donc sur le cycle du virus, ça va parce que comme on l'a pas fait, comme c'est pas au programme, je me suis dit que c'était une bonne idée quand même de vous montrer comment ça marchait un virus. Et donc, alors, votre question? Moi, je voulais juste savoir s'il n'y a pas encore eu la transcription. Est-ce que du coup, on peut savoir si l'individu a été infecté par le virus ou pas du tout? Ah, alors oui. Oui. Bien que le génome viral reste tapi, quand on a une suspicion, en fait, Alors, je vais y répondre. Attendez, je vais revenir parce qu'en fait, je peux y répondre. Oui et non. En fait, dès qu'il y a eu un rapport sexuel à risque, c'est-à-dire non protégé par un préservatif, quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, quel que soit votre homosexualité, hétérosexualité, ça n'a pas de… Voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est dès que vous avez eu un rapport sexuel à risque, l'idéal, c'est d'aller faire un dépistage anonyme et gratuit. Même maintenant, alors de mon temps, ça n'existait pas, mais j'ai appris là que ça se vendait même en pharmacie. Alors, celui qui se vend en pharmacie, la fiabilité, elle est moyenne, mais enfin bon. Toujours est-il que c'est une prise de sang, un dépistage anonyme et gratuit. Et cette prise de sang, elle va chercher soit le virus, parce que votre virus, il est tapi, là je suis d'accord, dans les cellules hôtes, et là, il n'y a pas moyen de le voir. Mais il y a une partie virale qui se retrouve dans le flux sanguin. On n'est pas à une charge virale nulle. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais. On a toujours un petit peu. Et c'est là où la RT-PCR a un rôle important. C'est qu'une RT-PCR, ça veut dire RT, c'est real time, temps réel. PCR, polymerization chain reaction, donc réaction de polymérisation en chaîne. En fait, on va amplifier très rapidement un tout petit fragment. Donc, en gros, on va mettre des amorces typiques de l'ARN du virus. On le cherche dans le sang d'un individu. Et en l'amplifiant, même s'il est en très petite quantité, on arrive à le déceler grâce à la RT-PCR. C'est un processus d'amplification de l'ADN ou de l'ARN. Donc, je réponds à votre question. Oui, on peut le trouver, même s'il est en très petite quantité. Ok, merci beaucoup. D'accord, donc les tests, ils sont très, très fiables. Et on en parle en ce moment de la RT-PCR pour le SARS-CoV-2, puisqu'en fait, pour faire le diagnostic, il y a deux façons. Soit c'est un diagnostic sérologique, et vous, les terminales S, quand vous avez entendu ça aux informations, ça doit être une évidence pour vous. Un diagnostic sérologique, c'est tout simplement rechercher dans les individus qui ont été contaminés la présence d'anticorps anti-SARS-CoV-2. Et comme vous êtes très fort, vous savez que la production d'anticorps, elle n'est pas immédiate après une contamination. Il faut attendre à peu près 2 semaines. Donc, faire un diagnostic sérologique chez un patient dont on suspecte la COVID-19 ou le sida, ce n'est pas dans l'immédiat. C'est-à-dire que j'ai eu un rapport à risque, je ne vais pas faire tout de suite un diagnostic sérologique, ça n'a aucun sens. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y aura pas d'anticorps. Par contre, si j'ai eu un rapport à risque, je peux quand même savoir très rapidement si j'ai été infectée, non pas par diagnostic sérologique, mais par RT-PCR. Et la RT-PCR, elle ne cherche pas vos anticorps, elle cherche le virus en fait, elle cherche de l'ARN viral en l'amplifiant. Ça va? Et en fait, les machines à RT-PCR, c'est à vous de programmer si vous voulez amplifier beaucoup ou pas. Et comme vous savez, la quantité d'amplification que vous avez programmée, ça dépend de la durée en fait. Plus vous avez programmé une amplification importante,
Ça veut dire que la charge que vous cherchez, elle est petite. Est-ce que vous comprenez ça? En gros, si l'individu il a plein de virus, il n'y a pas besoin d'amplifier, quoi. Ça va ou pas? C'est pas facile? Oui. Vous arrivez à suivre tout de même? Je continue? Madame, Ouais. une question d'Adrien aussi. En fait, il voulait savoir si le virus était donc silencieux et qu'il ne s'était pas encore manifesté, est-ce qu'il pouvait être transmis aussi? Peu. Non, justement, peu. C'est ça que maintenant, quand je vais arriver sur les traitements, quand je faisais le cours en terminale avant vous, donc avant 2012, je parlais, il y avait un tout petit peu dans le cas d'un rapport à risque, donc rapport sexuel avec un individu qu'on ne connaît pas, qui potentiellement qui peut potentiellement être porteur et qui soit vous l'annonce par texto ou autre, bref, le lendemain, vous avez 48 heures quand vous avez eu donc une conduite à risque pour prendre et que imaginez, vous avez un rapport sexuel avec quelqu'un et vous ne savez pas si c'est fake news ou pas, mais le lendemain, il ou elle vous dit je suis séropositive au VIH. Là, il y a un traitement qu'on peut vous donner. Ça, c'est un médecin qui le prescrit, hein, ce n'est pas le pharmacien. Et ce traitement, en fait, c'est un traitement qui va immunodéprimer votre système et qui va empêcher le VIH de se reproduire. Voilà. Donc ça se fait depuis très longtemps, ce traitement-là. Il fonctionne. Par contre, quand on le prend, ça veut dire je crois que c'est à l'époque, mais ça a un peu changé. C'était 2-3 mois de traitement où on fait exprès d'immunodéprimer votre système immunitaire pour que le VIH ne s'y multiplie pas. Donc, ça veut dire que, imaginez, vous êtes étudiant ou vous êtes salarié pendant 2-3 mois, il faut croiser les doigts pour ne surtout pas tomber malade, puisque les maladies opportunistes vont en profiter. Donc, ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est pour, par exemple, au sein de couples stables, qui sont donc en couple depuis longtemps, il peut arriver que l'un des deux soit porteur du VIH. Et ça, c'est assez récent. On a sur le marché la PrEP, c'est de la prophylaxie, c'est un traitement prophylaxique qui, en gros, prophylaxie, c'est éviter d'être contaminé. Donc ça, c'est un traitement à prendre tout le temps, en fait, au sein de couples dont l'un des deux est séropositif et ça évite à l'autre d'être contaminé. Donc, il y a quand même eu beaucoup de progrès maintenant. On propose ces médicaments-là aussi pour les personnes qui travaillent dans l'industrie du sexe, quoi, pour les prostituées, qui sont en première ligne, évidemment, de l'infection. Et puis, je pense, alors c'est pas exactement le même traitement, mais pour des mamans qui sont séropositives et qui sont enceintes, on fait évidemment un traitement aussi. Donc, il y a moyen de limiter effectivement la contamination. Et ces médicaments, heureusement maintenant, sous format générique, sont accessibles. Alors, quand je dis ça, il y en a qui vont hurler. En France, ils sont accessibles à tout le monde. C'est pas vrai dans d'autres pays où ça reste quand même un coût. Voilà. Le Palu, par exemple, je crois que c'est 1 euro ou 2 la boîte de traitement par mois. 1 euro ou 2 dans certains pays, c'est juste pas accessible, quoi. Donc, voilà pour les questions. Je continue ou il y en a d'autres? Ça va? On est dans les temps? Ouais, on est dans les temps. Alors, je continue. Donc, comment le virus infecte la cellule hôte? Eh bien, par reconnaissance, complémentarité de forme entre la GP120, CD4 et le corécepteur CCR5 ou CXCR4. Je continue. Voilà, ça c'est super important de le comprendre. C'était le document qu'on utilisait en terminale dans les anciens programmes. Il n'est pas très compliqué. Vous l'avez vu un petit peu avec la grippe. C'est pas le même évidemment parce que le SIDA fonctionne pas le VIH ne fonctionne pas de la même façon que le virus grippal. Mais toujours est-il que dans le SIDA, il y a 3 phases. Il y a la phase dite de primo-infection, c'est lorsque ça y est, on est contaminé par le VIH. Il y a la phase asymptomatique et c'est cette phase-là qui peut durer 8 ans, 3 ans, 10 ans, même 15 ans. On a toujours des exceptions. Je suis sûre que si vous cherchez dans la littérature, vous allez trouver quelqu'un qui a vécu une phase asymptomatique pendant 20 ans. Oui, il y a toujours des exceptions. Mais globalement, cette phase asymptomatique, à un moment donné, elle va passer en phase SIDA déclarée.
La phase SIDA déclarée, c'est le virus qui se réveille un peu trop. Les traitements n'arrivent plus bien à fonctionner. On observe une certaine résistance du virus face au traitement, face à la multithérapie qu'on propose aux patients. Et donc, cette phase SIDA déclarée, c'est quoi? Vous avez en rouge le taux de VIH. Donc, quand on est contaminé, paf, on voit que le VIH, en phase primo-infection, pendant les 3 premières semaines, se multiplie activement. Et corrélativement, vous avez nécessairement un taux de LT4 qui diminue. On confirme bien que les LT4 sont la cellule cible du VIH. Le VIH utilise cette cellule pour se multiplier. Les lymphocytes T, les autres lymphocytes T, les lymphocytes T8 par exemple, eux, eh bien, ne sont pas impactés. On a juste mis en place une réaction immunitaire. Et puis, les LB arrivent aussi avec production d'anticorps, etc., etc. Mais très rapidement, en phase primo-infection, au bout de 6 semaines, la chute, on observe une chute de la charge virale. Autrement dit, le système immunitaire a pu finalement détruire une grande partie des virus circulants. Mais il y en a toujours qui vont rester tapis. Donc, vous avez raison, Luna. Au bout de 12 semaines, là, on n'a pratiquement plus de virus dans le sang. On n'a plus non plus les anticorps circulants. Donc, ça sert, j'ai envie de dire, on va faire un petit test sérologique pour voir l'évolution du taux d'anticorps, mais globalement, elle aura baissé. Mais le virus, il est là et il partira pas. Donc, c'est ça qui est important. Il faut vraiment que vous l'intégriez. Je suis désolée de vous saper le moral, mais si vous attrapez ce virus, et je prie pour que vous l'ayez jamais, vous garderez quoi. Il reste avec vous. Et il reste jusqu'à la fin, quoi. Et la fin, ça veut dire pour vous, pas 80 ans, soyons clairs. Donc, c'est une maladie mortelle. Quand j'étais à votre classe au lycée, alors nous, on n'a pas eu SARS-CoV-2 et Covid-19, hein, donc voilà. Mais on a été très, très marqués par cette maladie. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Et ce virus, juste, on en a parlé énormément dans les années 80, parce qu'en fait, il a été identifié seulement dans les années 80 par le professeur Montagnier, donc c'est un professeur, c'est en France, d'accord, à l'Institut Pasteur, qui a mis en évidence ce virus. Et par contre, on en a énormément parlé dans les années 70, fin des années 70, parce que la maladie a été nommée SIDA et elle a été identifiée dans les années 70-80, surtout dans les cercles homosexuels. Donc, pendant longtemps, comme on décrit une maladie, on a associé ce VIH, ce SIDA, à la communauté homosexuelle. Mais on réalise, depuis longtemps maintenant, que, évidemment, ce n'est pas un virus qui impacte exclusivement les homosexuels, c'est un virus qui impacte n'importe quel individu, même des enfants, puisqu'il y a un transfert materno-fœtal qui se fait. Et ce virus, en fait, on a compris, grâce à de l'épidémiologie, qu'il est là depuis à peu près les années 20, probablement, sauf que dans les années 20, on ne l'appelait pas VIH, on n'appelait pas ça le sida. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé, il y a une petite vidéo, je vais vous la montrer après, vous pourrez la visionner. En fait, avant de donner un nom à une maladie et de trouver le virus, il peut s'écouler énormément de temps. Donc, dans le QCM, c'était un petit peu le piège. Il est normal que vous ayez mis années 70 ou années 80 parce que vous l'associez finalement à une épidémie de vos parents, quoi. Vos parents ont parlé de cette maladie-là. Vous en parlez de moins en moins et c'est un peu dommage parce qu'il est encore là et qu'on n'a toujours pas de vaccin. Et qu'on n'a pas de vaccin parce qu'en fait, vacciner, c'est créer une mémoire immunitaire, vous l'avez vu, DLB mémoire, DLT4 mémoire et DLT8 mémoire. Mais manque de chance, c'est un virus qui s'en prend à nos LT4, le pivot. Donc, il n'y aura pas de LT4 mémoire, on n'arrive pas à créer ce vaccin. Il y a une autre raison aussi, c'est que c'est un virus avec un pouvoir mutagène, il mute très, très vite. Et donc, dès qu'on trouve quelque chose, paf, il a un petit peu changé de forme, un peu comme votre virus de la grippe, puisque c'est un rétrovirus. Donc, le vaccin contre le VIH, il n'est pas encore sur le marché, on n'a pas encore réussi à en trouver un. Par contre, des traitements qui permettent d'aider les séropositifs à vivre plus longtemps, on en a. À vivre mieux, avec moins d'effets secondaires, on en a. Et puis surtout, la meilleure arme contre ce virus-là, c'est l'éducation.
Donc, la protection, rapport sexuel non protégé, on prend un risque. Après, on a le droit de ne plus se protéger une fois qu'on a fait le dépistage anonyme et gratuit. Donc, ce dépistage, c'est tout simple. Ça se fait, il y en a plein, j'ai regardé plein. Près de chez vous, il y en a plein. Vous tapez, il y en a plein. C'est sans rendez-vous. On fait une prise de sang. On ne vous demande ni votre nom, ni votre prénom, ni votre âge. On vous donne juste un numéro. On ne vous demande pas votre numéro de téléphone ni votre adresse. Et une semaine après, vous devez vous présenter au même endroit avec votre petite étiquette, votre petit numéro. Et en échange de cette petite étiquette, ce petit numéro, on vous donne une feuille sur laquelle vous avez le résultat sérologique. Pas que. Hein. Vous avez finalement, on vous met séronégatif pour le VIH. Et puis souvent, on en profite pour chercher d'autres. Les hépatites et syphilis, je crois que ça fait partie du dépistage. On fait un petit check-up. Et ainsi, au sein d'un couple, que ce soit un couple hétérosexuel ou homosexuel, c'était le cas à mon époque. Hein, on le faisait de manière très fréquente. Vous, je ne suis pas sûre que vous le fassiez vraiment. Donc, le couple se fait chacun, garçon-fille ou fille-fille ou garçon-garçon, peu importe. Vous faites ce dépistage et une semaine après, vous montrez votre feuille. Et après, si vous êtes dans une relation durable, vous pouvez vous passer des préservatifs, évidemment. Mais il est pernicieux, ce virus, parce qu'en fait, on se rend compte, et en particulier en Europe et en France, on a quand même 170 000 cas. Alors, SARS-CoV-2, là, on est à 26 000 morts. Je n'ai pas dit 170 000 morts hein, du VIH, puisque les traitements permettent de durer un peu, de vivre plus longtemps. Mais 170 000 cas, je trouve que c'est encore énorme. Et ça veut dire que l'éducation, dans ce domaine-là, elle n'est pas suffisante. Voilà. Il y a le SIDAction, etc., qui permet de communiquer un petit peu, mais bon, c'est pas... Et en France, il y a quand je faisais les cours et que je regardais les stats, les nouvelles victimes contaminées, c'était des femmes de 30 ans. Voilà, ce qui peut paraître surprenant. Donc, mais ouais, parce qu'en gros, eh bien, il y a une confiance aveugle au sein des couples qui sont là à 30 ans, vous êtes en couple, on va dire. Et ben non, en fait, des fois, dans le cas de certains adultères, il y a une contamination. Donc, voilà la petite remarque et la séance que je trouvais importante d'évoquer avec vous. C'est une maladie grave. Voilà, on en meurt du sida. Alors, il n'y a pas de questions ? Je continue. Alors, phase de sida déclaré. Sida déclaré, eh bien, on a une chute importante du taux de LT4 et du taux de tout, quoi, de toutes nos LB, nos LT8, bref, les cellules dendritiques, rien ne va plus. Et donc, le virus se multiplie. Et alors, juste, c'est pas le virus qui va vous tuer directement. Ce qui va vous tuer, c'est que comme vous n'avez plus d'immunité, on va observer un développement des maladies dites opportunistes. Alors, typiquement, dans les années 80, quand le sida commençait à être un petit peu connu, mais pas trop, et là, je vous invite à regarder un film qui est super et qui s'appelle Philadelphia avec Tom Hanks. C'est un vieux film, hein. Mais dans les années 80, en fait, quand on ne faisait pas tous ces diagnostics, je vous ai dit, hein, la RT-PCR, c'est vieux, mais en même temps, c'est récent en termes d'usage facile, quoi. Donc, il fallait plus de temps pour diagnostiquer un patient. Et donc là, comment on repérait, donc c'est très très bien décrit dans le film Philadelphia, donc Tom Hanks qui va devenir séropositif. D'un point de vue phénotypique, on va avoir le développement de petites maladies qui n'existaient plus, telles le muguet. Alors le muguet, c'est des taches blanches au niveau de la peau, souvent au niveau de la bouche. Moi, mes filles, à la naissance, il y en a une des deux qui a eu le muguet. Donc, elle était totalement immunodéprimée parce qu'elle venait de naître, en gros. Donc, elle n'avait pas elle avait pas le répertoire immunitaire qui lui permettait de se défendre face à ce truc-là, ce petit champignon qu'est le muguet. Bon, si vous avez du muguet chez un adulte, c'est pas bon signe, hein, c'est qu'il est très immunodéprimé. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Les zonas, par exemple, on en avait parlé un petit peu ensemble. Le zona, c'est quand vous avez eu, mince, ça y est, j'ai un trou de mémoire, le virus de celui qu'on rêve tous d'avoir quand on est petit, qui fait des boutons partout. Varicelle. Ouais. Merci. Donc, on a tous eu la cicatrice varicelle où vous voulez sur le visage parce que vous vous êtes gratté alors que papa a dit de pas gratter. Bref, la varicelle, il faut l'avoir petit. Et votre virus, après, il est là, il reste tapi dans un sanctuaire immunitaire, souvent au niveau cérébral.
Et puis, grosse fatigue, immunodépression forte, et vous pouvez développer un zona. Alors, le zona, c'est le virus de la varicelle qui ressort le long du système nerveux. Alors, le pire, c'est quand il prend le nerf optique et qu'il se retrouve au niveau de l'œil, ça fait un mal terrible. Souvent, on le trouve plutôt au niveau de la peau et je ne sais pas pourquoi, au niveau du ventre, ça va vous faire une tache rouge. Donc, ça peut vous arriver, vous, maintenant, si vous êtes très, très fatigué. Et ça arrive aux séropositifs parce qu'ils sont très fatigués d'un point de vue immunitaire. Et donc, ça crée des démangeaisons et des douleurs, en fait. La peau fait mal, à une sensation de brûlure forte. Voilà. Donc, c'est et ça fatigue énormément. Donc, ces petites maladies, si j'ose dire petites, qu'on trouve plutôt j'ai envie de dire, des maladies infantiles, si elles ressortent chez un individu adulte, c'est que son système immunitaire va mal. Et puis, plus votre taux de LT4 diminue, plus des maladies graves pour l'individu se développent. On aborde là la tuberculose et ça, on peut en mourir quand on est totalement immunodéprimé. Donc, une vieille personne meurt parce qu'elle est immunodéprimée. D'accord. Et là, une jeune personne c'est en phase sida déclarée meurt parce qu'elle est immunodéprimée. Donc, tuberculose, pneumonie, méningite, herpès simplex, oui, alors ça, on n'en meurt pas, mais enfin, voilà, ça peut créer des complications lourdes. Diarrhée, on peut en mourir, évidemment, suite à une déshydratation, etc., etc. Donc, voilà pourquoi on meurt du sida. On meurt des complications, en fait, des développements des maladies opportunistes. On comprend donc le terme sida, syndrome de l'immunodéficience acquise. Je vais bientôt m'arrêter parce que… Ah oui, vous m'avez dit que vous n'aviez pas cours, mais bon, il faut quand même que je… Vous avez 5 minutes encore, ça va? Ou vous en avez assez et vous voulez qu'on reprenne lundi? On peut faire une pause. Hein. Il n'y a personne qu'ose dire. Vous aviez un rendez-vous sur Fortnite à 11h ou vous avez 5 minutes? Non, ça va. Allez, je fais une question de Laura, Mike, Sylvia et Max, ok? Donc, Laura, qu'est-ce qu'elle nous dit, Laura? Peut-on guérir du sida? Donc, j'espère que vous l'aurez retenu. Ben non. Alors, Eva, elle avait raison. Elle me dit, mais madame, il y a quand même des gens qui guérissent. Ouais, il y en a, ça arrive. De même qu'il y a des gens, en fait, qui ont des marqueurs CCR4 et CXCR5 qui sont différents parce que ce sont des marqueurs codés par des gènes et les gènes ont différentes formes alléliques. Donc, c'est vrai qu'il existe à l'échelle du monde entier des individus qui, en fait, peuvent être infectés par le VIH et le VIH ne se reproduira jamais parce qu'en fait, il n'arrive pas à se fixer. Mais c'est super rare. Voilà. Donc, ces cas-là, vous ne pouvez pas les intégrer. On peut les citer, voilà. Mais faut pas vous dire on peut en guérir. Non, on n'en guérit pas. D'accord. On peut augmenter la durée de vie grâce à des traitements médicamenteux, oui. Donc, voilà, même si des trithérapies performantes depuis les années, fin des années 90 existent, on ne guérit toujours pas du sida. Voilà. Mais on peut vivre de mieux en mieux, ça c'est vrai. Mais ça reste des traitements très lourds, pris à heure fixe, etc. quoi. Ensuite, Mike, d'où vient le sida? Eh bien, donc ça, c'est dans toutes les théories qui sont sorties, celle qui fait l'unanimité, c'est la théorie, celle du chasseur de viande de brousse. Donc, l'idée, c'est que vous avez un chasseur qui chasse donc en brousse. On consomme les singes, hein, d'accord? On consomme les chimpanzés, etc. Le chimpanzé, il y en a qui sont porteurs d'un virus qui s'appelle le SIV, qui est très, très proche du HIV. Et donc, on suppose, et c'est très, très probablement le cas, au moment où il tue l'animal, soit l'animal se débat, entre guillemets, et griffe le chasseur, et là, hop, contact sang à sang. Tac, le chasseur est contaminé. Soit il y a d'autres, quand vous amenez l'animal dans le village et qu'il va être ensuite préparé par les femmes, au moment de la découpe, vous pouvez vous couper au moment où vous coupez le singe. Et là, hop, contact sang à sang et vous contaminez la personne. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, vous allez me dire, ouais, enfin, une personne et maintenant 37 millions, quoi. C'est quoi c'est quand même fou, la vitesse à laquelle ça va. Ouais, c'est fou. Il y a une autre raison aussi, c'est que donc ça, ce serait dans les débuts des années 20. Et on a les colonisateurs, les colons, ont apporté des traitements type vaccin
Et quand ils vaccinaient les populations, à l'époque, on utilisait la même seringue. Alors, éventuellement, on l'a passée à l'autoclave, mais enfin, ça ne tue pas des virus, enfin, ça les tue difficilement. Et donc, il est probable aussi que par des processus, quand on fait des vaccins en chaîne à l'époque, on ait ainsi contaminé rapidement la population. Voilà. Donc ça, c'est l'explication du début du sida. Voilà, donc rien à voir avec le patient zéro, le pauvre Stewart, là, homosexuel des années 70, qui s'est vu coller l'étiquette c'est moi le patient zéro, c'est moi qui ai amené le VIH sur la planète. Non, non, c'est pas comme ça. Voilà. Ensuite, Sylvia, pourquoi meurt-on du sida? On l'a dit, hein, on meurt indirectement du sida par le développement des maladies opportunistes. Et Max, qui est concerné par le sida? Tout le monde en fait. Voilà. Vous, moi, votre grand-mère en est pas dans ce moment. Bon, je pense qu'elle s'en moque un peu, mais toujours est-il que c'est une maladie qui, je le rappelle, ne concerne pas que les personnes type homosexuelles ou comportement, je sais pas moi, sexuel à risque. Déjà, c'est pas que les homosexuels, les hétéros aussi. Et ça touche aussi tous les âges. C'est pas une maladie de vieux ni de jeunes. Voilà. Et puis les enfants, comment expliquer que les enfants en Afrique ou en Asie peuvent être séropositifs? Ça, c'est la transmission materno-fétale. On s'arrête là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Ça va tout le monde? Ça vous convient cette petite séance sur le sida? Vous avez appris des choses? Oui. Oui. Lundi, je veux quand même finir. Alors, si vous pouviez me regarder ça, j'adore le Canada, j'adore l'accent québécois. Bon, Mediapart, Mediapart, vous connaissez, hein, ça aime bien de mettre le pied dans le plat. N'empêche que cette vidéo, elle est super intéressante. Le médecin va vous expliquer, ça dure 20 minutes, il vous explique en 1000 fois mieux que moi, bien plus précise justement, comment en fait on explique l'apparition de cette maladie sur notre planète. Voilà. Donc ça, c'est une super vidéo. Je vous conseille de la regarder. Et puis, je vous en ai mis 3 autres. Il y a du C'est pas sorcier. Alors, les 2 que j'ai trouvées, C'est pas sorcier, elles commencent à dater un peu, mais elles sont sympas. Et puis, il y en a une un peu plus compliquée où là, c'est un conférencier, vous n'êtes pas obligé de regarder ça si vraiment ça vous passionne. Si ça ne vous passionne pas, vous ne regardez pas. Et puis, il me restera plus, mais je veux prendre le temps quand même de parler des traitements, de la trithérapie, etc., etc. Voilà. Et de la PrEP, hein, le truc que je vous ai un petit peu parlé, là, traitement prophylaxique. Et puis, on aura mis. Et puis, si d'ici lundi, vous ne savez pas quoi faire, Philadelphia, c'est un super film. Donc, Tom Hanks et Denzel Washington, c'est pas de votre génération, ces acteurs-là. Mais tiens, d'ailleurs, il a eu le Covid, Tom Hanks, je crois, il a fait le buzz, non? Bon, bref, super film, vraiment très très beau avec une super musique. Voilà. Eh bien, prenez soin de vous. À lundi pour la fin de Madame, ce truc-là. Oui. est-ce que vous savez si on doit, quand est-ce qu'on doit rendre les manuels Ah scolaires? oui, pardon, je vous ai pas répondu. Alors, les manuels, vous les gardez, on fait comme ça tout le temps. Là, on n'a pas eu d'informations. C'est toujours juste après les résultats du bac, quoi. Donc, vous pouvez les conserver très longtemps. D'accord, merci. D'accord. Et là, je vous envoie rien parce que je pense que CDI sont en train de s'organiser pour les nouveaux manuels, les nouveaux programmes, etc. Mais par contre, c'est toujours un jour et un horaire fixe. Ça l'était avant le confinement et ça le sera après. On vous enverra, on vous dira tel jour, il faut vous présenter à tel horaire devant le CDI. Et en fait, il n'y a pas de prof, c'est c'est Cassandre qui s'occupe de vous en fait. Ok, Madame, merci. je ne sais plus son nom, Cassandre, je l'appelle toujours comme ça, la documentaliste qui vous reçoit. Donc là, vous les conservez encore un petit peu chez vous. Voilà, voilà. Et j'ai vu une main se lever, je viens de... C'est Madame Boudet, le nom de la documentaliste, madame. Ah oui, merci. Oh là, j'ai honte. J'ai rêvé, j'ai cru voir Katia lever la main ou écrire un petit truc, mais alors, j'arrive pas à trouver. Bon, j'ai rêvé peut-être. Ok.
Eh bien, bonne journée à tous. Bonne fin de semaine et à lundi. Au revoir tout le monde. À lundi, au revoir. Au revoir, madame. Vous m'envoyez un petit message là tout de suite, je vous appelle.